Il existe 3 types de complications. Les complications immédiates, les complications tardives et puis les complications psychologiques et sexuelles. Les complications immédiates. Les complications immédiates sont liées à l'acte lui-même, qui est fait dans des conditions souvent assez sordides par des exciseuses. Et donc, c'est une zone qui est très vascularisée. Donc, le fait de sectionner le clitoris et ou les petites lèvres va entraîner un risque d'hémorragie majeure, voire un décès. Et dans beaucoup de villages, des enfants sont morts à l'occasion d'une excision. Les complications tardives sont fonction en réalité du type de mutilation. Vous savez, il existe l'excision dans laquelle on sectionne le clitoris et les petites lèvres, et l'infibulation dans laquelle la vulve est quasiment totalement fermée. En cas d'excision, les complications sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir d'abord d'une anomalie de la cicatrice, des cicatrices kéloïdes, donc hypertrophiques. Il peut exister des kystes de plusieurs centimètres parfois, donc qui gênent évidemment la vie courante. Il peut exister des infections urogénitales plus fréquentes ou des douleurs pelviennes chroniques qui s'expliquent par différents mécanismes, bien sûr. En cas d'infibulation, donc lorsque ceci est fermé, la vulve est fermée, vous comprenez simplement que lorsque la vulve est fermée, il va exister 2 principaux problèmes, un problème pour uriner, un problème pour avoir des rapports sexuels. Donc cette fermeture de la vulve peut être à l'origine de difficultés pour uriner telles que parfois ces enfants vont mourir par obstruction pour la vidange vésicale. À un stade moins important, ça peut entraîner une infection des voies urinaires de pyélonéphrite ou une insuffisance rénale. En ce qui concerne les complications obstétricales, elles dépendent également du type de mutilation. En revanche, en cas d'infibulation, vous comprendrez simplement que les problèmes sont totalement différents. En effet, la vulve est fermée. Ça signifie que lorsque l'enfant va descendre dans le bassin, puis va solliciter le périnée, il y a 2 situations. Première situation, le périnée est relativement souple et le périnée va se déchirer totalement lorsque l'enfant va sortir. C'est la meilleure situation, si on peut dire. L'autre situation qui n'est pas rare, c'est lorsque le périnée est un peu plus rigide, la cicatrice est plus rigide. Dans ces conditions, l'enfant va être bloqué dans le périnée, contre le périnée qui est un périnée cicatriciel, et dans la mesure où le travail va être prolongé, eh bien cet enfant va mourir parce qu'il est bloqué dans le périnée. Il existe également une compression des organes pelviens de telle sorte que c'est une source de plaies, de trous entre la vessie et le vagin, et donc ces jeunes femmes finalement vont avoir ce qu'on appelle une fistule obstétricale. Ça signifie qu'elles vont perdre leurs urines en permanence, et c'est une source de répudiation. Finalement, ces femmes qui ont été victimes d'une mutilation, elles vivent un triple drame, leur enfant est mort, elles ont cet handicap lié à cette incontinence permanente majeure, et elles sont répudiées, exclues de la famille. Les complications psychologiques et sexuelles sont de différents ordres. Tout d'abord, évidemment, du fait de cette mutilation, notamment pour les populations de femmes qui vivent en Europe, eh bien, elles savent qu'elles sont différentes des autres femmes et vivent ça comme une réelle mutilation, qu'il y a une amputation d'un organe. Elles savent qu'elles sont différentes, elles veulent être comme tout le monde. Par ailleurs, elles ont des troubles de la sexualité que nous allons préciser maintenant. Alors, ces troubles de sexualité ont particulièrement été étudiés dans l'enquête Excision et handicap. Et pour ces femmes qui ont été excisées, il existe une difficulté dans la vie sexuelle en général. Alors, si on veut aider ces femmes, il faut savoir qu'elles sont excisées. En fait, c'est extrêmement simple pour un médecin, pour une sage-femme, pour un gynécologue obstétricien. En fait, il faut s'interroger sur le pays d'origine des femmes que nous voyons en consultation. Et vous avez bien vu que ces femmes sont essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Et le deuxième point, c'est qu'il faut uniquement les examiner. Et quand on les examine, il suffit d'ouvrir les yeux.
Et en exactement une demi-seconde, on a fait le diagnostic d'excision, l'infibulation étant encore plus simple. Après, il faut aborder ce sujet avec la femme en consultation. Et là, c'est également extrêmement simple. Il suffit de dire « j'ai remarqué que vous avez été excisé ou coupé à un moment donné de la consultation ». Et à la suite de cela, l'interroger sur les conséquences, si elle souhaite une prise en charge. Et on s'aperçoit que brutalement, la parole de ces femmes est libérée et qu'elles souhaitent qu'on aborde ce sujet. Alors, quelle prise en charge peut-on envisager? Eh bien, évidemment, ce dépendra du type de mutilation. Si c'est une excision, dans ces conditions, l'objectif, ce sera d'essayer de traiter les douleurs, d'améliorer le fonctionnement sexuel, d'améliorer le bien-être, c'est-à-dire l'image corporelle, si possible, et puis parfois traiter les complications locales. Pour ceci, il existe une technique qui est maintenant décrite depuis une dizaine d'années, qu'on appelle la chirurgie réparatrice du clitoris, qui consiste à, en fait, réparer, entre guillemets, le clitoris. L'objet pour la plupart de ces femmes est de vraiment devenir une vraie femme. Le clitoris, c'est un organe dont on voit une petite partie, mais en fait, il entoure complètement la vulve et c'est simplement la partie proéminente qui est sectionnée. Donc, lorsqu'on envisage de réparer le clitoris, l'objectif est de faire en sorte que le clitoris qui persiste toujours chez ces femmes-là, de le ressortir de telle sorte qu'il soit extériorisé et de telle sorte qu'au moment des rapports sexuels, eh bien, il y ait une sensibilité rétablie. C'est une intervention qui est relativement simple sur le plan chirurgical, mais par contre qui nécessite tout un entourage psychologique, voire sexuel. Concernant la prise en charge en cas d'infibulation, donc la technique va être relativement simple, elle consistera à, entre guillemets, réouvrir la vulve et on rétablira une vulve quasiment normale dans la majorité des cas. On a parlé du traitement, maintenant la prévention. La prévention est encore plus importante. N'oublions pas qu'il y a plus de 100 millions de femmes qui sont excisées dans le monde. Donc il faut convaincre ces femmes d'abandonner ces pratiques néfastes et illégales dans le monde entier. Et il faut soutenir ceux qui sont convaincus que c'est une mauvaise pratique. Et dans l'enquête qui a été menée sur 1000 femmes en France, excision et handicap, quasiment l'unanimité des femmes était contre l'excision. La loi française est assez dure et elle s'applique aussi pour des faits commis à l'étranger, donc c'est très important. Il y a eu depuis 25 ans 36 procès et on estime que depuis 1996, il n'y a plus d'excision en France. 36 procès ont été faits. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux solutions. Premièrement, on est dans une situation de menace d'excision de fillettes ou d'adolescentes en France ou à l'étranger. Soit il existe un danger imminent. Il faut donc le signaler au procureur de la République. Soit il y a une menace d'excision. Et dans ce cas-là, il faut faire une information préoccupante. Si une fillette retourne au pays, dans la famille, il y a toujours un risque que la famille, contre l'avis de la mère, pratique une excision. Donc il y a des possibilités de certificat de non-excision et il y a possibilité de réaliser des examens dès le retour par un médecin traitant pour bien cadrer cela et pour peut-être donner l'information aux familles que si une excision était pratiquée, eh bien, il existait un risque de condamnation des parents. Deuxième situation, l'excision a été réalisée. Dans ce cas-là, il s'agit d'une mineure et on pourra le déclarer. Il s'agit d'une personne majeure et dans ce cas-là, on peut bien sûr le déclarer, mais il faut l'accord des femmes et on le déclarera également soit à la CRIP, soit au procureur de la République. En conclusion, c'est vraiment un réel danger aujourd'hui pour les fillettes, dont les familles sont originaires de pays à risque élevé.